Nous allons donc reprendre avec l'étude des lignes de courbure, une étude qui est en fait un rappel, parce que nous en avons déjà parlé des lignes de courbure, et notamment, je vous reprends une des images que je vous ai montrées, tout point d'une surface courbe, point régulier au moins, est doté de propriétés de courbure qui sont résumées par l'existence de au moins deux directions principales sur laquelle la courbure a la valeur max et min parmi toutes les courbures qu'on peut retrouver. Alors ici vous avez un exemple de surface à courbure gaussienne, un point de surface à courbure gaussienne négative, dans lequel les deux rayons de courbure, les deux cercles de courbure extrêmes, se trouvent du côté opposé de la surface, donc l'une est positive et l'autre négative. À l'aide de la construction de cercles de mort, on peut identifier les lignes de courbure principales. Et la construction, donc, je vous l'avais déjà montré, je vais la reprendre. Donc, nous avons ici deux courbures. Par construction, elles sont identiques, mais les signes opposés. Donc, euh, les deux courbures sont les courbures principales, donc kappa xi et kappa eta, représentées ici par ces deux cercles. Et si je me mets sur une direction arbitraire quelconque, ayant un certain angle, donc une direction différente de direction principale, donc avec un angle formé par rapport à ces deux-là, je trouverai quelles sont les courbures en direction, dans la direction donnée, donc la courbure kappa xi, et quelle est la torsion de la surface de la direction donnée. Cette information peut être utilisée dans la direction inverse. Si j'ai mesuré sur un point de la surface la courbure et la torsion, je peux inversement remonter aux valeurs de direction principale, de courbure principale, pardon, et à l'orientation des directions principales par rapport aux directions sur lesquelles j'ai identifié les valeurs mesurées kappa xi et kappa xi eta. Donc ceci est plutôt un exercice à réaliser physiquement avec un objet. Malheureusement, les conditions de déroulement de ces cours ne permettent pas de démonstration à l'infini de ce type de manipulation. Donc je dois laisser la question à la recherche individuelle et puis je vous invite à regarder les vidéos sur surfacedeveloppable.net, les vidéos du professeur Jean-Marie Delarue, dans lesquelles les manipulations de surface sont réalisées d'une manière très belle et très simple à suivre et à comprendre. Donc, en sachant dessiner des lignes de courbure, ce qu'aujourd'hui les logiciels font pour nous, pour ainsi dire, on peut se donner des systèmes de maillage comme celui-ci que je vous avais déjà montré, c'est le maillage d'un ellipsoïde. On remarque des points qu'on appelle des umbiliques sur lesquels dans lesquels on a la caractéristique que la surface est plane dans ces points-là et qui sont propres des systèmes de lignes de courbure. Donc, c'est la même chose ici, une autre image que je vous avais déjà montrée, dans laquelle on retrouve ces points plats. L'avantage d'un système de lignes de courbure, quand on veut construire un maillage avec elles, c'est que les lignes de courbure se croisent toujours à angle droit entre elles. Donc vous aurez un maillage dont les angles sont tous égaux et tous égaux à 90 degrés. Et un autre avantage, c'est que les normales lignes de courbure sont, donc, convergent toutes. Donc si je prends une ligne de courbure, je prends la normale à la surface en tout point de la ligne, je réalise en fait l'ensemble de ces normales et réalise une surface. Cette surface, c'est ce qu'on appelle une arête de rebroussement, c'est-à-dire la surface se replie sur une arête, cette arête contient tout le normal et elle passe par les centres de courbure évidemment, parce que donc c'est la propriété des normales à la ligne de courbure de passer par les centres de courbure à chaque point. Alors, dernière méthode de traçage des lignes sur des surfaces est la méthode de réseau de Chebyshev, qui est une méthode très appliquée, pratiquement très utile, et date d'une anecdote de Chebyshev, mathématicien russe, mais en fait à l'époque où il
invente l'algorithme qu'on appelle aujourd'hui méthode du compas ou méthode de Chebyshev, il travaille pour une société qui construit des vêtements. Et donc, il ne travaille pas en tant que mathématicien, mais en fait, il a imaginé un algorithme pour optimiser la coupe de vêtements afin de minimiser la quantité de tissus non utilisés. Et sachant que la société pour laquelle il travaille produit les uniformes de l'armée russe, donc effectivement de grosses productions de vêtements, eh bien, Chebyshev, en 1878, présente un papier qui s'intitule Sur la coupe des vêtements, écrit en français. Elle le présente à Paris dans un congrès sur le développement scientifique de la production industrielle. Et donc, c'est l'origine ce système, de cet ensemble de recherches sur le réseau de Chebyshev, qui évidemment, depuis, non seulement a continué, mais surtout, il a produit beaucoup de résultats intéressants. Alors, pour comprendre le réseau de Chebyshev, on doit quand même partir des lignes géodésiques. Donc, les lignes géodésiques, on les a déjà définies. Là, il y a quelques séances, donc je vais reprendre. Ce sont des lignes ayant plusieurs qualités ou définitions possibles. C'est un parcours à torsion nulle, celui qui est généré par une ligne géodésique. C'est-à-dire que quand on suit la ligne, on se retrouve sur la surface, on se retrouve toujours avec la courbure de torsion qui est égale à 0. Et c'est le parcours qui ferait une brouette à deux roues qui n'a pas de différentiel de vitesse entre les deux roues. Donc les deux roues avancent à la même vitesse et donc la brouette avance tout droit sur la ligne qui a la propriété d'avoir en fait de se retrouver systématiquement plane à chaque point de la ligne elle-même. L'autre définition de géodésique, c'est qu'il s'agit du parcours plus court entre deux points de la surface. Donc si on tire un simple ficelle et qu'on lui donne la possibilité de glisser sur la surface, elle va se disposer toute seule suivant une ligne géodésique. Donc ces propriétés-là permettent de construire des maillages. Enfin, la production de la ligne géodésique est un peu complexe d'un point de vue mathématique, mais encore une fois, aujourd'hui, il existe des algorithmes déjà prêts pour ce faire. Ceci est le maillage d'une surface torique généré par ligne géodésique. On voit en fait la caractéristique de ces lignes. On peut visuellement effectivement constater que les lignes se trouvent toujours dans un élément plat, enfin, on donne l'impression d'être posées sur un plan, chacune d'entre elles. Ici, c'est un autre maillage géodésique pour une antisphère. Enfin, ce sont des familles de lignes géodésiques, et ceci est encore une autre famille, et donc un maillage qu'on pourrait préconiser pour un objet de ce type, avec les bonnes propriétés, toutes les bonnes propriétés des lignes géodésiques qui permettent de construire facilement des surfaces de seconde œuvre, enfin par exemple des vitrages, peuvent être facilement accrochés sur des géodésiques parce que les géodésiques vont être localement planes et donc localement la courbe n'a pas de torsion, ce qui signifie que le vitrage qui suit la ligne géodésique est simplement courbé. Évidemment, la complexité du système peut faire que la solution par ligne géodésique ne suffit pas, mais en tout cas, c'est une solution viable. Et puis, surtout, la manière de la réaliser par la méthode du compas est extrêmement simple, donc je vais vous la montrer ici. Pour faire un pavage de surface courbe par la méthode du compas, il suffit de commencer par deux directions quelconques qu'on se donne. Les deux lignes dessinées ici pourraient être des géodésiques, mais pourraient ne pas l'être. Sur l'une des deux, à l'aide d'un compas, on découpe un ensemble de points à distance égale et sur l'autre aussi. Et ceci génère évidemment la possibilité de reproduire le système. Donc on aura un point d'intersection à partir duquel on pourra tracer un autre cercle, donc identifier deux autres points d'intersection, ainsi de suite. On pourra obtenir une deuxième rangée de points qui ont la caractéristique de se trouver toutes à distance égale entre eux, et donc rangée par rangée et d'une rangée sur l'autre. Ceci produit
un ensemble de points que vous voyez a la propriété d'avoir des longueurs des arêtes du maillage qui sont toutes égales. Donc, ce qui caractérise la géométrie d'un maillage de Chebyshev, c'est que les nœuds sont entre eux à distance égale, donc c'est comme un filet qui se compose d'arêtes de longueur invariable. Et par contre, les angles, évidemment, peuvent changer. Voici un exemple de dessin d'une maille de Chebyshev en partant des deux centres, le tracé des deux cercles et l'intersection qui génère deux autres points. Faites attention parce qu'ici nous sommes sur une surface. Donc le cercle qui est tracé ici, il est tracé à l'aide d'un rayon, et ce rayon, c'est une ficelle couchée sur la surface. Donc c'est comme si physiquement, vous plantez un clou ici, vous prenez un bout de ficelle, et avec un stylo, vous dessinez ces cercles. Ceci, ce n'est pas la même opération que vous faites si vous prenez un compas. Pourquoi? Parce que le compas va générer quelque chose qui est effectivement à distance spatiale égale entre ces deux points, alors que la ficelle va générer quelque chose qui est à distance égale le long de la courbe. Donc, travailler avec un compas mécanique, c'est comme si on faisait l'intersection entre la surface noire ici et une sphère centrée en ces points. Travailler avec une ficelle, c'est effectivement comme tracer un cercle à distance géodésique égale du centre. Les deux figures peuvent ne pas coïncider si la courbure localement de la surface sur laquelle on travaille est importante. En tout cas, ici, vous avez quelque chose de réalisé, disons, numériquement. Nous avons une sphère, et la réalisation d'un quadrangle géodésique à l'aide de méthode de Chebyshev. Ici, c'est la même chose, mais nous sommes dans une représentation de la surface sphérique qui est dans une carte. Et là, on voit que en fait, la topologie est respectée, mais la géométrie n'en est pas. Donc, ceci est une construction, je dirais, de support à la construction finale qui est là. Ce sont des détails, vous n'avez pas besoin de rentrer, à moins que vous avez envie de construire votre propre mailleur à la manière de Chebyshev. Ici, vous avez un ellipsoïde maillé par la méthode du compas, donc dans laquelle vous voyez effectivement que la méthode produit un maillage assez régulier, c'est-à-dire la distance entre points est partout la même et les angles changent. Évidemment, ici, nous sommes pas loin des 90 degrés, alors que là, les angles sont devenus plus aigus. Mais tant que nous sommes pas nous n'avons pas tourné autour de la surface beaucoup, donc que nous sommes en train de paver des morceaux de surface relativement ouverts, la, la, le changement d'angle dans les quadrangles n'est pas très important. Ici, c'est un autre exemple dans lequel on voit comment, à l'aide d'un fil et des clous, on peut, donc d'un pavage de Chebyshev, on peut retrouver les arêtes, les sommets d'un icosaèdre, et donc réaliser un pavage de la sphère par maillage de triangles, de 20 triangles, comme dans un icosaèdre, mais par un processus qui est totalement différent. Ici, on n'est pas en train de projeter l'icosaèdre sur la sphère ou de prendre l'icosaèdre inscrit. On est en train de dessiner sur la sphère, à l'aide de la méthode de Chebyshev, les nœuds en question. Évidemment, c'est la même chose, ce sont des algorithmes qui servent pour vérifier la qualité et la validité des calculs faits. Ici, vous avez des réseaux Chebyshev construits sur des surfaces courbures gaussiennes positives, donc une sphère ou négative, et on voit comment ces réseaux correspondent à l'idée d'avoir un filet dans lequel les angles peuvent changer d'une manière extrêmement souple, donc sans constriction de rotation. Par contre, la longueur, on ne change jamais. Et ceci génère, vous voyez, des aberrations angulaires, évidemment, qui sont de plus en plus importantes, que la surface qu'on veut couvrir devient une surface recourbée sur elle-même.
ici d'autres maillages de Chebyshev qui épousent toujours la même forme mais avec des angulations différentes. Et ici, c'est la couverture d'une sphère par un maillage Chebyshev. Alors vous pouvez constater que ceci il est possible, mais à condition d'admettre de singularités, on les appelle, c'est-à-dire des zones dans lesquelles le maillage devient très déformé, voire complètement illisible. Et donc, disons, il est possible et c'est notre expérience commune, il est possible de prendre entièrement une sphère et de la couvrir avec un tissu. Par exemple, vous pouvez prendre une bulle de tennis avec un mouchoir. Par contre, les mouchoirs doivent se déformer et vous auriez des situations de ce type, c'est-à-dire des arêtes avec des angles qui se forment pour générer la couverture en question. Je vous invite à aller regarder ces pages web qui sont très intéressantes pour ce type d'exercice. Voilà juste deux exemples d'applications. Ici, c'est l'application d'un dôme géodésique à la construction d'une structure en pierre de taille. Donc, le dôme géodésique qu'on a vu, il s'agit de prendre une sphère, de la découper en triangle par une méthode que je vous ai expliquée qui donne lieu à quelque chose de très régulier. Voici donc ma demi-sphère géodésique. Ensuite, ce système constructif prévoit la réalisation des pierres qui sont appuyées les unes sur les autres. Cette simple manière de dire, mais qui devient complexe constructivement, s'obtient en prenant chaque arête du dôme géodésique en la faisant tourner d'un angle donné sur son propre axe, de sorte que au maillage qu'on a ici fait suite celui-ci, dans lequel les les arêtes ont été tournées d'un angle qui est pour toutes les mêmes. Évidemment, c'est un angle qu'on mesure sur le plan tangent pour un point à la sphère. Et les sommets du, du maillage sont devenus ici des sortes d'éventails de forme hexagonale. Ceci étant fait, sur chacune de ces barrettes idéalisées, on pose un bloc de pierre avec la procédure suivante. On se donne une section du bloc et on a extrude sur les axes, ce qui donne des objets comme ça, et on les coupe là où ils se retouchent. On peut ensuite appuyer les formes ainsi obtenues sur la sphère, ce qui fait passer cette surface, qui est par exemple une surface plane, à celle-ci, qui est une surface facettisée, mais mieux appuyée sur la sphère. Vous voyez mieux peut-être cette surface qui est plane par rapport à celle-ci qui est courbe. Ceci étant fait, on se retrouve avec un nombre illimité de blocs différents pour la propriété de la surface géodésique qui était maintenue dans les passages. Donc les familles de blocs différents sont 8. Ici les rouges et les différents types de couleurs que vous voyez. Pour chaque bloc, on peut faire ce qu'on appelle un développement plat, c'est-à-dire aller ouvrir les blocs comme s'ils étaient composés comme s'il était une boîte de papier, je dirais, ce qui permet d'avoir les informations angulaires nécessaires à sa découpe. Et puis, on peut prendre l'ensemble et faire des différents calculs mécaniques pour identifier les avantages ou les inconvénients de certains choix constructifs, avant évidemment de faire la construction. Ceci et la réalisation a été faite en 2012 au Qatar. Et c'est un dôme en pierre de taille de 6 mètres de portée. Un autre exemple ici, que vous voyez, c'est toujours de la pierre de taille et un assemblage de pierres qui est similaire, mais là, vous êtes face à un réseau de Chebyshev, en tout cas des pierres qui épousent un réseau de Chebyshev. C'est la structure qui s'appelle Stone Matters à Jericho, réalisée en 2017 par AU Anastas et le laboratoire GSA. Au passage, le dôme précédent aussi avait été conçu, dessiné et calculé au laboratoire GSA qui se trouve dans notre école. Voici Stone Matters la nuit. Donc c'est la dernière image que je vais vous montrer dans ce cours.
qui complète donc non seulement la séance d'aujourd'hui, mais tout le cursus que nous avons fait ensemble cette année, un cursus certes particulier, comme tout le monde le sait. Nous avons tous vécu des situations qui plus qui moins, malheureusement certains beaucoup plus que d'autres, des situations difficiles. Euh, les objectifs évidemment du cours ont été malheureusement un peu limités et j'espère que vous avez eu en tout cas les sentiments d'une matière intéressante et qu'on peut explorer davantage et qui est riche dans les contenus et dont les explorations sont possibles à l'aide d'une vaste bibliographie qui existe et toujours possible en venant discuter avec nous. Nous sommes là, les enseignants de cette école, non pas seulement pour venir à un amphi ou pour poster des cours sur Internet, mais aussi pour parler directement avec vous quand vous voulez, pour développer vos idées, vous aider à développer vos idées et vos projets. Voilà, donc sur ça, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite tout le mieux pour l'avenir.